Donc, on est présentement avec Marie-Françoise Marleau, co-animatrice de Jimmy Neutron, les mardis midi à CISM 89.3 FM La Marge, étudiante à la maîtrise en bioéthique à... quelle place déjà? À l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on va parler de bioéthique. Ben oui, ma passion. Une de tes multiples passions. Mais oui. Allô? Allô? Ça va bien? Oui, toi? Oui, ben merci de m'avoir invité à venir à ton émission. Je suis vraiment contente. Ça fait un petit bout que tu nous cours après. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Corinne a eu un accident. Pour ceux qui écoutent Jimmy Neutron, on en aura parlé de son accident de vélo. Portez votre casque en ski comme en vélo. Hein? C'est plus la saison du vélo pour plusieurs, mais c'est la saison du ski. Faut se protéger le coco. Ça, c'était mon information générale. Protégez-vous. Écoute, moi, je suis content de t'avoir à l'émission parce que je trouve que l'idée de la bioéthique, c'est super intéressant. Je suis comme tout excité d'en parler. Hein. C'est comme... parce que je sais pas exactement ce que ça veut dire. La bioéthique, ben, je pense qu'on faut qu'on commence par parler de c'est quoi l'éthique, là, avant de parler un peu plus de la bioéthique, là. Fait que j'ai fait des petites recherches, là, parce que je le sais, mais... Tu sais, c'est comme toujours difficile. Je pense que c'est plus t'es proche d'un sujet, puis plus c'est difficile de l'expliquer. Donc, c'est ça qui est le fun aussi de venir à des émissions, puis de devoir expliquer c'est quoi la bioéthique, parce que on revient vraiment aux bases. Alors, l'éthique, ben ça vient, tout comme plusieurs choses, c'est un mot qui provient du grec, donc du mot ethos, qui signifie manière de vivre. Donc, l'éthique, en fait, là, c'est une branche de la philosophie qui va s'intéresser au comportement humain, à la conduite des individus en société. Donc, en fait, c'est une étude là, une étude de pourquoi est-ce qu'on fait des gestes moraux, qu'est-ce qui est moralement bien, qu'est-ce qui est moralement mal, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste. Donc, vraiment, en fait, de réfléchir sur la personne humaine, son interaction avec la nature, les autres hommes, sur la liberté, la responsabilité, la justice. Fait que ça, c'est l'éthique. Et la bioéthique, ben, c'est une branche de l'éthique, en fait, là, qui s'intéresse... Tu sais, je pense que tous les bioéthiciens ont une définition différente de ce que c'est que la bioéthique, puisque c'est que l'éthique. Mais la bioéthique, on peut penser à c'est tout ce qui se rapporte à la santé. Fait que ce soit... tu sais, c'est sûr qu'il y en a beaucoup que c'est sur les technologies, notre lien avec la technologie puis avec les nouvelles technologies médicales, que ce soit des technologies futuristes ou que ce soit, par exemple, un nouveau médicament, là, c'est aussi considéré comme étant une technologie, ou que ce soit avec un nouveau type de traitement, ou que ce soit avec des dilemmes, par exemple, qui peuvent arriver dans un contexte de soins, ou que ce soit sur une offre, par exemple, d'un soin dans le système public versus système privé, ou que ce soit plus globalement notre lien avec, par exemple, la santé environnementale, avec la santé des animaux, avec aussi, ben, l'éthique animale rentre aussi là-dedans, c'est une branche de la bioéthique, donc tout ce qui est l'éthique animale, oui, d'un point de vue global, vegan, traitement des animaux, mais que ce soit aussi du traitement des animaux en laboratoire, par exemple dans un contexte de recherche, donc essayer de minimiser la souffrance animale qui est produite. Fait que il y a plusieurs branches, il y a plusieurs choses, puis c'est ça. Puis je pense que il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler aussi de la bioéthique tout récemment, là, dans le contexte de la pandémie, dans le contexte de tout ce qui est vaccination, tout ce qui est... tu sais, dans un contexte... c'est ça, le médical pandémique, ben oui, on parlait beaucoup avec des éthiciens, mais c'était majoritairement des bioéthiciens aussi, là, je sais que c'est ça. Ça, au début, moi, je disais, dans ma tête, la bioéthique, c'était justement ça, comme, tu sais, la technologie médicale, puis son application, mais c'est un champ aussi un peu plus large, comme tu as mentionné les animaux, mais ça peut être aussi quelque chose de peut-être plus anodin, comme, tu sais, la relation d'une personne unique à, comme, sa santé personnelle, genre. Oui, c'est sûr, là, tu sais, c'est sûr qu'un des grands principes de la bioéthique, c'est tout ce qui est sur le consentement dans le domaine médical. Fait que ça peut être un exemple d'une personne face à sa propre santé, là. Ça peut être d'aider la personne à cheminer dans son consentement, dans son idée de faire un test ou de participer à une étude, ou que ce soit, ben, d'assurer qu'elle a un consentement à ses soins, là. Fait que, tu sais, ça peut être une façon de mettre quelqu'un en relation par rapport à sa propre éthique personnelle puis à ses propres valeurs personnelles.
C'est quand est-ce que ça a commencé vraiment la bioéthique? Ça doit être un domaine relativement récent, mais peut-être que je me trompe, là. Non, en fait, là, ça a commencé vraiment à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Là. On a commencé là, tout ce qui est la recherche sur le justement, ça a commencé par le consentement aux soins, là, après tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Fait que ça a commencé par ça, puis après ça, ben là, c'était beaucoup des éthiciens, c'était beaucoup des philosophes. Le domaine de la bioéthique, ça fait peut-être là, une vingtaine d'années que ça s'est un peu plus... j'allais dire sécularisé, mais c'est pas vraiment ça, là, qu'il y a vraiment eu comme des codes de conduite où il y a vraiment des gens qui se sont nommés comme étant des bioéthiciens. Fait que c'est ça. Fait que ça fait peut-être une vingtaine d'années. Puis qu'il y a des programmes aussi, là, tu sais, ça fait pas longtemps qu'il y a des programmes dans les universités. À l'Université de Montréal, je pense que le programme est relativement jeune par rapport à d'autres programmes à l'université. Puis c'est ça, tu sais, c'est pas... c'est un domaine majoritairement au 2e cycle. Puis ce qui est le fun aussi de la bioéthique, c'est que on peut arriver là par plein de domaines. T'sais, moi, j'ai fait mon baccalauréat en biochimie à la base, qui est des sciences fondamentales. Et ce que j'apporte à la bioéthique, c'est ma connaissance de la recherche, c'est ma compréhension aussi de la technologie, puis des tests qui sont faits, puis des résultats ou des études, ou de la façon dont justement ou dont une technologie peut fonctionner, ou dont un test peut fonctionner. Moi, je travaille sur un test de dépistage prénatal, donc ma compréhension de ce test-là provient de mes études. Mais il y a des gens qui arrivent là de l'anthropologie, il y a des gens qui arrivent là de la philosophie, il y a des gens qui arrivent là de la criminologie, de l'anthropologie. Fait que ça amène vraiment un domaine qui est vraiment pluridisciplinaire, puis des gens qui sont pluridisciplinaires aussi, puis c'est ça, c'est vraiment le fun parce que on peut apprendre, là, dans nos cours, on apprend autant du cours qu'on apprend des autres personnes, puis de leur parcours, puis de leur vécu, là. Et on parle les débuts du... je voulais juste mentionner que t'es pas la première personne qui est dans un domaine d'études qui est relativement récent, puis c'est des domaines d'études qui sont généralement pluridisciplinaires aussi, là. Ça arrive de plus en plus... On parle de comme surspécialisation, mais il y a aussi comme des domaines d'études qui sont justement comme... qui regroupent plein de choses en même temps. Oui, puis aussi, je pense que la bioéthique est un domaine aussi où... tu sais, là, je veux pas me prononcer sur tous les domaines non plus, mais qui est un domaine où on retrouve beaucoup de gens qui sont en carrière. Donc, des gens qui sont dans leur carrière, puis qui, par exemple, tu sais, que ce soit des médecins, des infirmières, des gens dans le domaine de la santé, qui font face à des enjeux éthiques dans leur travail en général, puis qui décident d'aller chercher des connaissances supplémentaires, par exemple ici en bioéthique, pour justement pouvoir les aider à traiter ces enjeux-là dans leur quotidien. Fait qu'on retrouve beaucoup des gens aussi qui sont là, pas nécessairement en réorientation, ou pas nécessairement des gens qui ont juste fait un baccalauréat différent, mais des gens qui ont aussi des parcours différents et qui sont des cliniciens pour... Tu sais, il y en a quand même plusieurs là, dans mes cours, ou des gens qui décident de réorienter leur carrière parce qu'ils tombent en amour avec la discipline aussi, là. Ouais, c'est une manière aussi de régler les potentiels dilemmes moraux que tu vas faire face. Oui, c'est ça en fait, quand on parle ça c'est plus de... pas tout le temps, mais quand on parle d'éthique clinique, par exemple, c'est dans les hôpitaux, il va y avoir des comités d'éthique qui vont être là pour, justement, un peu... je déteste dire ce mot-là, mais un peu arbitrer des conflits. Donc, c'est quand il y a, par exemple, un dilemme moral ou un dilemme éthique qui se pose, comme par exemple, je sais pas, un arrêt de soins pour quelqu'un qui est en fin de vie, ou une poursuite de soins, ou une interruption de grossesse, ou, je sais pas, là, de mettre, par exemple, un patient ou une patiente sous une protection juridique parce que cette personne-là est plus capable de consentir à ses soins. Tout ça, c'est des choses qui sont... C'est que souvent, les équipes médicales se trouvent non outillées ou mal outillées à répondre, et donc vont faire appel au comité d'éthique, puis un bioéthicien va être là pas pour prendre, ou un éthicien clinique en fait, là, va être là pas pour prendre la décision pour eux, mais pour les aider à cheminer dans cette décision-là, puis vraiment se porter comme une personne neutre là-dedans, dans le conflit, puis un peu, tu sais, c'est ça, là, un peu être là pour aborder les questions difficiles, pour les poser, et pour un peu mener
ces rencontres-là qui peuvent être très difficiles. Ouais, parce que si j'ai bien compris en faisant un survol très diagonal de l'article Wikipédia de la bioéthique, c'est que les bioéthiciens sont à la recherche de valeurs dans un... Je sais pas comment le dire exactement, mais ils veulent avoir comme une objectivité ou ils font un calcul pour savoir, comme pour peser les pour et les contre d'une situation quelconque. Oui. En fait, je dis ça, puis il n'y a pas seulement les éthiciens qui sont capables de faire ça, là. Tu sais, je pense que chaque personne est capable de faire son propre calcul moral à elle-même. Je pense que c'est plus difficile quand, après ça, tu rajoutes différentes personnes avec différentes morales, différents enjeux. Puis souvent, en fait, l'affaire, c'est que si tout était noir et si tout était blanc, ce serait vraiment plus facile. Fait que, tu sais, l'éthique, là, c'est vraiment le gris. Il y a quelqu'un qui... il y a déjà... Tu sais, si je peux mettre en relation l'éthique et le droit, j'ai déjà une de mes professeurs qui m'a donné cette image-là, puis je trouve qu'elle est très belle. En fait, c'est l'éthique et le droit, c'est comme une piscine. Donc, le droit, c'est les murs de la piscine qui, en fait, disent les abords qu'il ne faut pas dépasser. Puis l'éthique, c'est l'eau. Fait que c'est tout dans le milieu. Fait que c'est comment est-ce qu'on navigue entre les différentes lois, puis où est-ce qu'on se trouve par rapport aux différentes lois, puis cette place-là peut bouger pour chaque personne. Fait que, tu sais, un éthicien, selon moi, il est pas là pour amener ses propres valeurs. Puis aussi, tu sais, là, tu m'en parlais un petit peu avant qu'on commence l'émission, tu me disais, bon, il y a différents courants en éthique, il y a différentes éthiques. Tu sais, on peut penser au déontologisme, au kantisme, à l'éthique du care, à l'éthique féministe, qui sont des éthiques plus récentes. Puis, tu sais, oui, dans nos cours, on les voit, là. On les voit, on les apprend, on les étudie. Puis, est-ce que c'est... En tout cas, selon moi, il y a aucun, par exemple, éthicien qui va se retrouver dans un rôle, justement dans un comité d'éthique, puis va dire « Alors, selon l'éthique déontologique, voici ce qu'on devrait faire. » Il y a personne qui veut se faire dire ça, parce que c'est pas ça que les gens veulent. Mais, ce que moi, ça m'a appris d'apprendre ces éthiques-là, puis de les étudier, c'est aussi d'être capable aussi de reconnaître, c'est une manière de penser, premièrement, c'est aussi une façon de reconnaître mes propres biais. Puis aussi pour que, se placer très extérieurement à la situation, puis être capable de les reconnaître d'avance, puis être capable d'agir sur ces biais-là, ou être capable de reconnaître les biais des autres, puis être capable d'avoir une façon de les amener pour les faire reconnaître aux autres personnes, pour, après ça, les aider à cheminer. Parce que, tu sais, je veux dire, à moins d'avoir des règles claires, par exemple, dans un établissement, en fonction de quelle éthique est-ce qu'ils vont privilégier, il y a personne qui se dit, bon, moi, je suis un utilitariste, moi, tu sais, ça va être plus des penseurs qui vont le faire. De la même façon que des philosophes des philosophes penseurs vont se présenter face à une propre philosophie ou face à un courant philosophique en particulier. Mais des éthiciens qui vont faire de la bioéthique dans la vie vont rarement, selon moi, peut-être en préférer une pour la lecture ou pour leur propre décision, mais c'est pas quelque chose, tu sais, ils vont pas se faire engager parce qu'ils suivent une éthique en particulier. C'est vraiment en plus une façon de réfléchir, selon moi, qu'un courant qu'on suit en particulier. Ouais, c'est plus comme une manière de faire de la clarté dans une ombre, plutôt d'ombre, là, j'imagine. Être capable de pas catégoriser, là, mais il y a définir. Hubert Doucet, qui est un grand bioéthicien québécois, qui dit « La bioéthique, c'est comment faire pour bien faire. » Je trouve que ça résume quand même bien. C'est l'aspiration principale, mettons. J'avais l'impression un peu avant de commencer l'entrevue que la bioéthique, c'était comme un champ d'application concret de la philosophie. À ce qui a trait aux sciences. Je vais te donner un exemple, c'est juste que ça m'arrive des fois de regarder les réseaux sociaux. Oh non! Faut pas faire ça. Mais tu vois des personnes souvent qui sont des gens de science, très lettrés, clairement intelligents, mais qui disent des affaires comme la philosophie, ça sert plus à rien. Parce que pour eux, la philosophie, c'est une manière de comme décrire le monde, c'est comme c'est l'aspect scientifique de la philosophie, c'est quoi un atome, Démocrite, etc. Fait qu'ils disent, on n'a plus besoin de ça, on a la science maintenant. Mais c'est parce que l'application des sciences
doit être faite d'une certaine manière. T'as des questions à te poser face à des nouvelles technologies au minimum. T'sais. La bioéthique peut servir à avoir un questionnement sur ça. Oui, clairement. Puis tu sais, je pense que tu me diras si c'est vraiment pas ça à quoi tu pensais, là, mais je pense que oui. Puis surtout, en fait, quand on parle de la bioéthique, on va pas se mentir, là, la plupart des bioéthiciens se questionnent sur justement les technologies et la science appliquée aux humains. Donc, je pense que, surtout dans un contexte où, par exemple, il y a beaucoup de technologies, puis il y a beaucoup de tests, puis il y a beaucoup de molécules qui sont d'abord inventées pour une application en laboratoire. Puis après ça, ben là, c'est le step à l'humain qui, là, est questionnable, parce que tu dis, bon, ben la technologie, elle existe, on sait qu'elle fonctionne. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voudrait appliquer à l'humain? Puis là, tu sais, je pense à... Bon, il y a eu, dans les dernières années, bon, on a beaucoup il y a eu beaucoup de questionnements, puis il y a beaucoup de choses qui ont été faites par rapport à l'édition génique avec la technologie CRISPR-Cas9, qui est justement une technologie d'édition des gènes, qui a été inventée à la base en laboratoire et qui fonctionne super bien, puis qui a permis de pousser probablement de 10 ans en avant plusieurs recherches scientifiques. Fait que cette technologie-là n'a jamais été développée pour une utilisation chez l'humain. Mais là, on est rendu à l'étape où on dit, bon, ben là, ça fonctionne super bien en laboratoire, ça nous aide, parfait, c'est bon. Mais là, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'utilise sur l'humain? Est-ce qu'on... Bon, oui, bon, il y a des risques technologiques, là, puis là, on sort de ça, là. Mais, tu sais, est-ce que pour nous, c'est une utilisation qui est juste, qui est valable? Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut amener à l'étape plus loin, qui est de modifier génétiquement des humains avec cette technologie-là? Fait que je sais pas si ça allait dans le sens de ce que tu dis, mais c'est sûr que oui. C'est sûr que c'est un questionnement. C'est un questionnement sur la faisabilité morale d'une technologie scientifique. Parce que, tu sais, si une technologie scientifique ne fonctionne pas, il y a pas de raison de se questionner sur son application future possible. Ouais, c'est ça. Mais dans le cas de CRISPR, c'est qu'on sait que ça fonctionne en laboratoire, comme in vitro, dans un contexte, t'es comme bien encadré. On sait que quand tout est bien comme circonscrit et calculé, on sait que ça fonctionne. À l'intérieur d'un corps humain, on sait pas qu'est-ce que ça donne non plus. On sait pas. Non, c'est ça. Puis à l'intérieur d'un corps même pas humain, là, d'un corps animal non plus, là. T'sais, je veux dire, oui, il y a des tests qui se font, par exemple, sur des animaux de laboratoire, mais c'est encore, justement, très dans la genèse de l'utilisation de cette technologie-là. Fait que là, on n'est même pas à l'humain. Puis, moi, l'édition génique de Loulou et Nana, les deux jumelles, c'est la raison qui a fait que j'ai désiré aller en bioéthique dans la vie, parce que on parlait d'une application de quelque chose que j'avais vu dans mes cours en biochimie. Puis on en parlait de l'application chez les humains, puis là, je me posais plein de questions. Puis j'ai lu beaucoup de textes de bioéthique, puis c'est là que c'est une des premières fois que j'ai réalisé que la bioéthique, c'était pas seulement l'éthique animale que j'avais vue durant mon baccalauréat, qui était très intéressante, mais que je trouvais vraiment pas qui, moi, ne m'intéressait pas comme champ d'études futur. Ben, est-ce que tu as mentionné Loulou et Nana, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Ben oui, puis là, en fait, c'est que c'est comme ça que je les appelle parce que c'est le nom qu'elles ont eu dans les médias. En gros, c'est son nom m'échappe, là, c'est un scientifique c'est un scientifique chinois qui, en fait, a publié en fait sur YouTube en disant, c'était la première fois qu'il publiait là, en disant qu'il avait utilisé CRISPR-Cas9, qui est une technologie d'édition génique, qui est une technologie révolutionnaire, là, comme j'ai dit, là, elle a les deux femmes scientifiques qui l'ont découvert se sont mérité le prix Nobel de biologie l'année passée, de médecine l'année dernière. Et donc, c'est ça, donc il est arrivé en disant, j'ai utilisé cette technologie-là pour modifier génétiquement le génome de Loulou et Nana, qui étaient deux jumelles. La raison, ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a modifié, en fait, génétiquement pour un récepteur qui est présent sur les cellules. Parce que le père de ces deux jumelles-là était atteint du VIH.
Et donc, en fait, le but était de protéger ces deux petites filles pour qu'elles ne... en fait, de bloquer, en fait, de faire qu'elles n'expriment pas le récepteur à la surface de leurs cellules, qui est le récepteur que le VIH prend pour rentrer dans les cellules, puis après ça, infecter, se reproduire, etc. On a fait une émission sur le VIH, SIDA à Jimmy Neutron. Si jamais vous êtes intéressés, vous me contacterez, je vous enverrai les enregistrements. Mais bref, donc là, bon, premièrement, gros scandale parce que, bon, utilisation sur l'humain qui n'était pas acceptée, qui n'était pas acceptée. C'était la première fois qu'on le faisait. Deuxièmement, publication sur YouTube plutôt qu'un journal scientifique, hein, on s'entend. Ça veut dire beaucoup sur le fait qu'ils savaient que cette expérience-là allait être majoritairement décriée par la communauté scientifique. Et troisièmement, on ne trouve pas non plus de certification éthique, parce qu'à chaque recherche scientifique se doit d'avoir une certification par un comité d'éthique qui explore justement est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est nécessaire, est-ce qu'il y a une autre façon que ça peut être fait, est-ce que les gens qui vont chercher sont des gens vulnérables, etc. Donc, pas de certification éthique. Et finalement, qui est le quatrième, puis qui est beaucoup moins éthique, mais qui est aussi un peu de qu'est-ce qui a été fait, t'sais. Parce que, bon, au niveau du consentement des parents de ces enfants-là, c'était pas clair qu'est-ce que ces parents-là avaient compris du test qui allait être fait, ni des risques, ni des retombées qui pouvaient être faites. Et aussi au niveau du fait, ce n'était pas un type de traitement. T'sais, c'était comme de la prévention, mais est-ce que c'était de la prévention nécessaire? À voir. Et finalement, il paraîtrait que ça aurait fonctionné sur une jumelle, mais pas sur l'autre. On n'est pas trop sûr. Justement, c'est là aussi les limites technologiques aussi, là, de justement passer du step de cellule à un embryon. Et voilà. Rapidement, c'est ça qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai lu un petit peu là-dessus. On a parlé tantôt, on sait pas qu'est-ce que ça va donner à eux autres pendant leur développement d'avoir ces modifications-là. Fait que t'as ces considérations-là, c'est comme juste sur les individus qui ont été créés à l'aide de ces technologies-là. Fait qu'on sait pas ça va avoir des effets délétères sur leur développement. Sur ces deux personnes-là qui sont nées aussi, mais sur leur descendance aussi, là, à voir aussi sur quel type de cellules est-ce que ça a été fait, là. Est-ce que ça a été fait au niveau où c'était, où les cellules n'étaient même pas différenciées? Est-ce que ça a été fait sur leurs cellules germinales qui sont, ou leurs cellules reproductrices qui font que ça va être quelque chose qui va être passé à leur descendance aussi? Sur la modification génique des humains, il y a encore beaucoup de questions à faire, puis je pense que la réflexion est même pas encore là, parce que je pense que pour beaucoup de personnes, c'est encore de l'univers de la science-fiction, là. Ouais, c'est ça le problème, c'est parce c'est pas seulement leur descendance, mais à long terme, dans comme des centaines de générations, s'il y a encore des humains, c'est aussi le bassin génétique de l'humanité au complet qui est affecté par comme cette unique modification-là, parce que si tu suis un peu la génétique, on a retracé une Ève mitochondriale puis un Adam, pour utiliser des termes bibliques, là, on s'entend, là. Mais on sait qu'il y a First common ancestors, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ouais, ça, les premiers ancêtres communs. Mm-hmm. qui datent pas de la même période. Mais là, je pense que c'est Ève mitochondriale, c'est comme 40 000 ans peut-être, quelque chose de même. En fait, tu dis ça aussi, puis expliquer, parce qu'en fait, c'est que la mitochondrie, nos mitochondries dans nos cellules possèdent un ADN qui leur est propre et qui est passé la femelle vers sa descendance. Donc, c'est pour ça. Fait qu'on sait pas exactement comment ces modifications-là vont se répercuter à long terme. C'est une considération particulière pour le bassin génétique de l'humanité. Oui, clairement. Puis là, c'est ça, tu sais, là, c'est là où la bioéthique aussi est toujours à cheval entre la science et la réalité. Fait que, tu sais, dans le sens que c'est des considérations qui sont scientifiques, c'est des considérations qui sont... Mais, en même temps, c'est des considérations qui sont très éthiques.
Fait que, tu sais, là, c'est de se poser l'éthique rentre là aussi, selon moi, tu sais, c'est d'être capable d'expliquer, en fait, ces questionnements-là que la science n'est pas capable de répondre encore. Puis, en fait, de questionner un peu aussi la population sur qu'est-ce qu'ils veulent et de recevoir la réponse de, ben, qu'est-ce qui peut se passer, puis de répondre très honnêtement, ben, on sait pas. Ouais, c'est ça, quand on parle de science comme ça, tu sais, admettons, juste pour prendre la pandémie présente, tu sais, pour avoir certains résultats, faut juste attendre de voir comment la situation se développe. Oui, puis l'éthique aussi, l'éthique est sous le joug de la science aussi, là, tu sais, je veux dire, on l'a vu avec la pandémie, la science s'est modifiée au cours du temps, puis l'éthique s'est modifiée au cours du temps aussi, selon les résultats de la science. Fait que, tu sais, l'éthique est pas le petit chien de la science, mais elle est aussi dépendante d'elle. C'est dans le sens que les réflexions éthiques vont évoluer au fur et à mesure que la science va évoluer. Tu sais, je veux dire, oui, on pourrait se poser des questions. Tu sais, oui, on pourrait se poser des questions pour savoir, ben, OK, c'est quoi le type d'avenir qu'on veut? Puis après ça, ben, tu sais, mettre des limites, par exemple, à la recherche scientifique qui est faite selon le type d'avenir qu'on veut. Mais c'est tellement quelque chose qui évolue dans le temps, tu sais, c'est tellement quelque chose qui évolue rapidement dans le temps, qui évolue selon les sociétés, qui évolue selon les générations, que, tu sais, est-ce que c'est si pertinent de mettre de l'effort de recherche là? Peut-être pas, selon moi. Tu sais, on est mieux aussi de promouvoir la recherche scientifique de plus en plus poussée, de plus en plus de pointe. Puis après ça, de réguler aussi son passage à la médecine plus humaine. Donc, tu proposes une méthode de pensée comme a posteriori, essentiellement. Ben, pas nécessairement a posteriori, mais, tu sais, je veux dire, je pense que de faire des recherches sur l'éthique des utopies, ou une éthique utopique, dans le sens de quel avenir est-ce que vous voulez aussi, c'est tellement une question qui est large, c'est tellement une question qui est déboussolante. Tu sais, je pense que si on veut vraiment savoir, parce que, tu sais, la recherche en éthique, c'est beaucoup de la recherche, ben, bon, il y a de la recherche quantitative, là, mais il y a aussi un grand pan de l'éthique qui est de la recherche qualitative. Donc, qui est d'aller rencontrer les gens que ces technologies-là vont toucher, et leur poser la question, ben, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi les enjeux que vous voyez, vous, dans votre quotidien? Comment ça vous affecterait? X, Y, Z, choses différentes. Que ce soit une nouvelle méthode d'appariement entre donneur et receveur pour le don d'organes. Que ce soit d'utilisation d'une technologie de triage à l'urgence plutôt qu'avoir une personne en charge qui s'occupe de trier les cas. Comment est-ce que ça vous impliquerait d'avoir votre dossier de santé sur votre téléphone? Comment est-ce que, tu sais, je veux dire, je pense que ça déboussole trop les gens de penser à l'avenir qu'ils préféreraient. Puis je pense qu'on arrive avec des questions aussi qui sont tellement larges parce que chaque personne est tellement différente que juste d'avoir... on aurait autant de réponses que de personnes qu'on interviewait. Puis je pense que ce serait pas possible d'interviewer aussi tout le monde pour savoir un peu c'est quoi le type d'avenir qu'ils veulent pour essayer de... Tu sais, je sais pas, si le but c'est de seulement faire de la recherche, de subventionner les recherches vers ce qu'on veut. Mais je pense que là, les organismes subventionnaires, ils comprendraient pas, là. Fait que, tu sais, je pense que pas le temps d'aller à posteriori, mais je pense que c'est plus, si on veut vraiment avoir un portrait des enjeux que les gens qui vont vivre ces technologies-là ou qui vont vivre cette réalité-là ont par rapport à une technologie ou une réalité ou un médicament, peu importe. Je pense qu'on est mieux d'aller avec des questions précises. Puis la seule façon d'avoir des questions précises, c'est si on suit le développement des technologies. Ouais, c'est ça. Si je comprends bien, c'est que à la place de se poser des questions sur les utopies possibles, le développement de la science est tellement fulgurant, surtout depuis comme une vingtaine d'années, là, ça fait juste comme s'accélérer que s'imaginer les possibles et les considérations particulières de ces possibles-là, c'est tellement large et ça demande tellement d'efforts que t'es mieux d'y aller avec qu'est-ce qui existe déjà à la place. Oui, même si c'est des choses qui sont
tu sais, puis je pense que c'est là aussi le problème, puis c'est ça qui est le fun aussi, je pense, d'avoir des éthiciens qui comprennent les technologies, c'est qu'on peut comprendre aussi les limites de ça. Tu sais, je pense à récemment, il y a, dans mon groupe de recherche avec lequel je travaille, on a eu beaucoup de discussions sur, il y en a peut-être deux, là, mais je pense à une compagnie en particulier aux États-Unis qui, en fait, se promouvoit comme étant une compagnie de calcul de risque de calcul de risque génomique pour des couples qui veulent avoir un enfant. Fait qu'en fait, c'est de prendre le génome d'une personne du couple, le génome de l'autre personne du couple, puis en fait de faire un calcul pour arriver à un facteur de risque par rapport à un embryon qui n'est pas là. Puis en fait, tu sais, je veux dire, c'est des calculs qui sont même pas utilisés dans le domaine médical parce que c'est des calculs qui sont pas fiables, pas compris, puis que selon le type d'algorithme qu'on utilise, selon le type de choix qu'on fait aussi dans cet algorithme-là, ça change drastiquement la réponse. Mais c'est des compagnies qui existent, c'est des compagnies qui vendent ce service-là. Fait que, tu sais, selon moi, c'est aussi une question de... Tu sais, selon moi, c'est ça le danger. C'est ça le danger d'avoir des technologies qui sont moins bien comprises, puis qui sont plus... Tu sais, c'est aussi le manque de transparence aussi, puis voilà. J'aimerais juste revenir en arrière un tout petit peu, juste parler du développement de la bioéthique. Tu as parlé que ça s'est développé surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Y a-tu quelque chose qui a fait que spécifiquement la Deuxième Guerre mondiale est un catalyste pour le développement de la bioéthique? Tous les tests que les scientifiques nazis ont réalisés auprès de personnes non consentantes, qu'on parle de tests de tests de résistance au froid, de résistance à la chaleur, de résistance à des antibiotiques, de tests chirurgicaux aussi qui ont été faits. Puis c'est ça l'affaire, c'est que c'est un des trucs très sombres de notre science, c'est que ça a aussi permis un développement des études scientifiques très important. Mais ça a été fait dans des telles conditions que, ben là, les gens se sont dit, OK, là, non. Puis, tu sais, je veux dire, puis il y a eu ça, mais après ça, tu sais, ça a pris des années avant d'avoir... Puis c'est même pas encore parfait, là, le consentement en recherche, là. C'est vraiment pas parfait. Puis après ça, il y a eu d'autres scandales, là, quand on parle de l'étude de Tuskegee aux États-Unis, qui est un grand exemple aussi en bioéthique d'un cas de non-consentement qui est absolument horrible. À des cas à Montréal aussi, l'Université McGill qui a fait des tests en psychiatrie avec des soldats aussi, qui ont été aussi très décriés par la communauté scientifique comme étant un manque de consentement. Fait que c'est ça, tu sais, ça a commencé le développement, puis c'est pas encore parfait, puis il y a eu beaucoup de scandales, puis beaucoup de choses qui sont sorties, puis beaucoup de choses qui sortent encore, mais ça a été ça le point là où je pense que là, la communauté scientifique s'est comme dit, OK, là, il y a un problème, puis qui existait depuis longtemps, mais c'est juste que là aussi, le public l'a réalisé. Ouais, c'est ça, parce que quand on entend parler de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, surtout dans les camps de concentration. Oui, les camps de concentration. Je pense, j'avais comme une autre affaire aussi dans la tête. Il y a l'unité 751 au Japon, là, des Japonais qui ont fait des affaires absolument horribles, des histoires d'horreur. Mais tout le monde faisait de la recherche scientifique de la mauvaise façon. C'est juste que là, il y a eu un événement mondial et le public, il y a eu un événement mondial, il y a eu un procès mondial, puis là, c'est là que les gens ont réalisé aussi l'ampleur là, de ce qui se faisait. Là. Ouais, c'est parce que comme médiatiquement, il y a eu de la lumière qui a été mise là-dessus, essentiellement.
Ouais, est-ce que tu peux juste parler un peu des expériences Tuskegee? Je sais pas si je me rappelle bien, ils ont donné de la syphilis à des militaires, spécifiquement des militaires afro-américains, c'est ça? Ouais, là c'est loin, là. C'est loin dans ma mémoire. Je me souviens pas que c'était des militaires, nécessairement, mais oui, c'était en fait des Afro-Américains. Ils leur ont infecté de la syphilis et après ça, ils ont regardé différentes formes de traitement. Mais ces gens-là ont été payés pendant un certain nombre d'années, mais des sommes ridicules. Et après, surtout pour se faire donner une maladie qui n'a pas de traitement. Et aussi, après ça, ils ont arrêté d'être payés. Et pendant l'étude de Tuskegee aussi, on a découvert que la pénicilline guérissait la syphilis, mais jamais ils ont été traités avec le traitement qui avait été découvert pendant l'étude. Terrible. Mm-hmm. Je veux juste prendre comme 5 secondes juste pour... parce que là, je sais plus où aller avec ça. C'est comme, ah ouais, ok, cool. On peut juste dire c'est mal, tu sais. Ben oui, puis c'est ça l'affaire en fait, c'est que bon, je pense que l'important en fait, c'est comme plein de choses. L'important c'est de réaliser que c'est mal, de réaliser que la science, c'est pas toujours beau. Puis c'est ça aussi l'affaire, c'est que la science est souvent vue comme étant pleine de vertus, comme étant juste, droite, vraie. Puis en fait, c'est que c'est pas vrai. Tu sais, je pense que le plus important, c'est de le réaliser. Puis aussi de réaliser qu'il y a d'énormes choses qui ont été mises en place depuis. Oui, c'est pas parfait. Oui, il y a aucun scientifique qui aime ça, aller au comité d'éthique. Puis même moi, tu sais, je veux dire, pour mon projet de maîtrise, j'ai dû faire 2 modifications au comité d'éthique pour mon projet parce que, à un moment donné, je voulais changer quelque chose dans un courriel que j'envoyais ou parce que là, je veux commencer à faire du recrutement téléphonique. Oui, ça m'énerve d'écrire au comité d'éthique, mais c'est des choses qui ont été mises en place pour des raisons. Puis je pense que c'est important de toujours se rappeler pourquoi ça a été mis en place. Qu'est-ce que ça garantit aussi? Ça garantit aux scientifiques un certain... tu sais, ça aide justement à promouvoir le righteousness ou le standing qu'on peut avoir du scientifique dans son laboratoire avec son sarrau blanc qui fait bien les choses de la bonne manière. Fait que je pense que c'est important d'étudier ces cas-là puis de savoir pourquoi est-ce que ça a commencé pour réaliser où est-ce qu'on en est maintenant, le chemin qui a été parcouru, mais aussi tout ce qui reste à parcourir. Là. On a mentionné plus tôt certaines choses que je voulais explorer un peu, les champs d'application possibles. Il y a des choses qu'on n'avait pas nécessairement vu venir il y a 10-15 ans peut-être, puis c'est l'apport de certaines nouvelles technologies dans certains processus de décision. Tu l'as mentionné tantôt, les algorithmes pour décider on va faire un calcul pour voir si un embryon potentiel va avoir des maladies. Mm-hmm. Ça, c'est admettons aux États-Unis, il y a comme une infiltration de firmes privées pour ça. Fait que le privé puis les algorithmes en termes de bioéthique, ça se place où ces affaires-là? Ben écoute, c'est sûr que je ne pourrais pas parler comme étant comment ça se passe aux États-Unis. Je pense que la transparence des algorithmes, je pense que c'est un problème. Puis, je pense que c'est un problème pour plusieurs raisons. Je pense que c'est un problème parce qu'on sait pas trop qu'est-ce qui est écrit dans l'algorithme, parce qu'on sait pas aussi, si on connaît pas l'algorithme, si on peut pas je dis le voir, là, tu ne vois pas, tu peux voir un algorithme, tu comprendrais absolument rien, mais c'est parler avec les développeurs. Tu sais, c'est aussi, par exemple, comprendre les biais qu'ils peuvent avoir dans l'algorithme, là, dans comment est-ce que cet algorithme-là a été créé. Je pense qu'on parle on a beaucoup parlé dans les dernières années de Siri aussi, qui avait beaucoup de biais comme étant c'est même pas, c'est juste le biais qui est cette application-là a été créée par des hommes et donc il y avait beaucoup de problèmes par rapport au fait justement que dans le health là il y avait aucune donnée par rapport aux données menstruelles, des biais où je pense ça n'a pas rapport avec la science non plus, mais par exemple j'ai vu une vidéo l'autre jour comme étant le fait que si tu demandes à Siri quelle heure il est en Palestine, Siri dit qu'elle n'a pas cette information parce que
Apple étant une compagnie américaine qui ne reconnaît pas la Palestine comme étant un État. Fait que c'est ça, tu sais, je pense que bon, il y a des problèmes au niveau des biais, il y a des problèmes au niveau de l'application aussi, tu sais, est-ce que justement cette application-là est, ben, on dit verrouillé, déverrouillé, est-ce que c'est un système qui est apprenant? Si oui, ben c'est qui a accès, comment est-ce qu'on détermine ça, si c'est un organisme si c'est un algorithme qui est non apprenant, donc qui est verrouillé, donc c'est que pour chaque information donnée, il va redonner toujours la même information. Tu sais, justement, là, c'est là où on voit des problèmes au niveau des biais, au niveau du type de données qui ont fait que cet algorithme-là, maintenant, donne des résultats. Aussi, tu sais, est-ce que ça a été fait juste majoritairement sur une population blanche? Est-ce que ça a été fait sur une population racisée? Est-ce que ça a été fait sur une population majoritairement nord-américaine ou avec des données génétiques majoritairement nord-américaines, alors que là, on se retrouve à utiliser la technologie ailleurs ou dans des quartiers où ce n'est pas la majorité de la population. Fait que au niveau des États-Unis, des compagnies privées, je pense qu'au Québec, je pense que ça passe aussi par des comités qui s'appellent des comités qui font du HTA, donc du Health Technology Assessment. Et donc, un peu comme l'INES au Québec, qui ont le mandat d'évaluer des systèmes de santé, services sociaux, pour voir est-ce que c'est le genre de choses qu'on voudrait implanter au Québec. L'INES est là aussi pour voir à l'implantation de ce type aussi d'algorithme aussi d'intelligence artificielle, autant qu'un médicament. Il y a un problème quand c'est des affaires qui sont vendues comme étant des panacées, mais c'est des technologies qu'on sait pas qu'est-ce qu'ils donnent. Puis c'est pas nécessairement non plus bien, même si tu le vends comme un bien. C'est juste comme un peu comme un scam, là, genre. Mais en fait, l'affaire, c'est que tu sais, je pense que c'est un peu comme tout, en fait, là. Tu sais, je pense que l'idée aussi, c'est de comprendre que ce type de technologies-là aussi sont là pour faire du profit. Leur but dans la vie, c'est d'être profitable. Fait que, est-ce qu'ils font de la bonne façon? Je sais pas, mais tu sais, est-ce qu'ils font de la bonne façon? À voir. Mais tu sais, je pense bon, là, c'est le temps de Noël, il y a peut-être des gens qui vont vouloir donner comme cadeau des kits, là, 23andMe, qui peuvent donner, bon, notre origine selon nos variantes génétiques, mais aussi il y a une option du test qui peut te permettre d'avoir ta propension ou tes risques à avoir des maladies. Je sais pas combien de maladies, là. Honnêtement, j'ai pas regardé, j'ai jamais magasiné ce type de test. Mais le problème, c'est que je pense que ce qui est pas clair quand une compagnie privée comme ça vend, c'est les risques, mais c'est aussi les limites. Les limites sont jamais clairement définies. Si je pense à 23andMe, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils testent le génome de l'individu en fonction de différentes sections, différentes variantes génétiques qui sont associées à différentes maladies. Mais là, après ça, quand ils redonnent ces résultats-là, ben, c'est pas clair quelles variantes génétiques est-ce qu'ils vont étudier. C'est pas clair c'est lesquelles. Ils testent pas aussi pour tous ceux qui sont associés avec des maladies. Ils parlent pas non plus des facteurs environnementaux qui sont beaucoup liés aux maladies, mais aussi le fait aussi qu'après ça, ces compagnies-là sont pour la plupart aussi pas équipées, par exemple, avec des conseillers ou des conseillères en génétique qui vont appeler les gens pour leur expliquer les résultats d'un test comme ça. Au lieu, ils vont envoyer un papier, puis après ça, ben là, c'est à ces gens-là, après ça, d'aller voir leur médecin avec ce papier-là, puis dire, ben je comprends pas trop mes résultats. Fait que, tu sais, je pense que le fait que ce soit géré par des compagnies privées est problématique, premièrement. Je pense que le fait que ce soit majoritairement aussi des trucs qui soient cachés, c'est problématique. Et je pense que le fait que les limites sont pas clairement indiquées ou sont pas faites le type de limite aussi pour que monsieur, madame, tout le monde qui ont pas des études en génétique ou qui ont pas des études en informatique le comprennent, je pense que le problème est aussi là.
il n'y a aucune compagnie qui va faire un algorithme utilisable en santé qui va être, par exemple, en open source. Sur le fait que, donc open source, c'est un algorithme, en fait, qui est disponible. Donc, les gens peuvent le réutiliser, premièrement, mais aussi l'étudier puis voir qu'est-ce qui a été mis là-dedans. Il n'y a aucune compagnie qui va faire ça. Ou s'il y en a, je ne les connais pas. Et je doute aussi. En fait, je doute qu'il n'y en ait pas parce que des compagnies privées sont là pour être profitables. Ben, la question que je pourrais poser de manière la plus simple, sûrement une question controversée, là. La médecine pour le profit, est-ce que c'est éthique? Est-ce que la bioéthique couvre ça, d'une certaine manière? Ben, je pense que comme je disais tantôt, il y a pas de... C'est pas blanc ou noir, c'est pas oui ou non. Je pense que... Est-ce que la médecine à profit, c'est éthique? Je sais pas. Est-ce que ça sert quelque chose dans notre société? Du moins pour l'instant, oui. Oui, un monde où toute la santé serait publique, certainement. Certainement que ce serait profitable, certainement que ce serait mieux. Mais est-ce que dans la façon que nécessairement la santé est gérée présentement, est-ce que c'est utopique? Probablement. Tu sais, je pense que le problème est quand une technologie est non offerte dans le système public, mais qui est offerte dans le système privé. Je pense que ça, c'est un des premiers problèmes. Je pense que si on a un système à 2 vitesses, je pense qu'on se doit d'offrir les mêmes services dans les 2 types de systèmes. Et aussi d'offrir les mêmes conditions. Est-ce que la bioéthique peut réfléchir à la structure de la société? Certainement. Certainement qu'elle peut y réfléchir. Est-ce que la bioéthique a les réponses? Pas toute seule, ça c'est certain. Je pense que d'avoir une société la plus éthique possible, je pense que c'est un bon but. Mais tu sais, la bioéthique est pas là pour questionner l'économie, la bioéthique est pas là pour la bioéthique est pas là pour prendre des décisions en elle-même non plus. Tu sais, je pense qu'elle peut faire partie des décisions, je pense que les bioéthiciens peuvent amener une certaine façon de réfléchir ou peuvent amener des points intéressants. Je pense qu'il y a une façon éthique, par exemple, de faire des calculs financiers. C'est certain. Mais du moins pas toute seule, je pense pas que la bioéthique peut répondre à comment mieux gérer la société. Ok, c'est juste parce que il y a quelque chose auquel je pense souvent, c'est plutôt un pamphlet là, qui s'appelle Capitalist Realism. Je me rappelle plus, il y a un sous-titre à ça. C'est de Mark Fisher. Puis là-dedans, il parle de pourquoi on n'est pas capable de concevoir la sortie du capitalisme. Comme le capitalisme ne prévoit pas comme de te présenter ou d'être capable de te faire penser à une sortie de ce propre système-là. Puis dedans, il parle des maladies mentales. Puis c'est quelque chose, c'est un chapitre assez spicy, là, dans le sens où t'es pas loin de comme dire que est-ce que tu sais vraiment de quoi tu parles, est-ce que c'est comme vraiment comme correct, qu'est-ce que tu dis. Mais il dit quelque chose dedans que il dit réduire mettons la dépression à simplement les neurotransmetteurs dans ton cerveau, ça parle pas comme du problème réel, ça explique pas pourquoi il y en a plus. Et donc examiner pourquoi, parce que lui il arrive avec sa conclusion est claire dès le départ, c'est qu'il y a plus de dépression parce que la société est pas habilitée à donner aux gens qu'est-ce qu'ils veulent réellement, question de besoin, puis pousse vers la performance constamment. Donc ça donne en partie une de ces affaires-là, l'espèce de course à comment on règle la dépression, on va te donner une pilule, puis ça va te rendre fonctionnel. Tu vas pouvoir continuer à fonctionner dans la société, mais la société fait partie du problème, en fait. C'est pas quelque chose que je vais mettre dans l'entrevue, là, mais je voulais comme l'exprimer pareil, là, parce que c'est pas loin, tu sais, de la question que je posais. Tu sais, je pense que tu peux aborder une question sous différents enjeux.
puis sous différents angles. Je pense que l'idée que t'as avec, bon, la dépression, c'est dû aux neurotransmetteurs dans ton cerveau, ben c'est ça. C'est la réponse scientifique à c'est quoi être déprimé versus être dans un état neutre. Mais, fait que ça, c'est la réponse scientifique. Puis après ça, tu peux avoir la réponse de pourquoi. Tu peux être déprimé parce que ton couple est terminé. Tu peux être déprimé parce que t'as perdu ton travail. Tu peux être déprimé parce que t'as quelqu'un dans ton entourage qui est décédé. Tu peux être déprimé parce que t'es en burn-out. Fait que ça, c'est la raison pratique ou le point, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Qu'est-ce qui a fait monter le vase? Qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'eau dans le vase? Peut être une question sociétale. Peut être que t'as pas... je sais pas, là, t'étais mal outillé à arriver sur le monde du travail après tes études. Ça peut être que ça peut être que t'étais mal outillé parce que ton manager qui a été promu comme manager sans avoir aucune compétence en management, mais juste que c'est quelqu'un qui faisait bien son travail, donc on l'a promu dans une capacité de promouvoir les gens. Fait que ça, c'est ce qui fait remplir ton vase. Mais est-ce qu'une réponse est meilleure que l'autre? T'es dans le sens de qu'est-ce qui a fait que t'es déprimé ou pourquoi t'es déprimé? Est-ce qu'une de ces réponses-là est meilleure que l'autre? Selon moi, non. Selon moi, c'est un ensemble de choses. Et pour t'en sortir, ça va prendre un ensemble de choses. Fait que ça va prendre de gérer tes neurotransmetteurs. Donc, de prendre des antidépresseurs. Ça va être, qui est souvent la première étape parce que c'est l'étape qui est la plus facile aussi. C'est la chose sur laquelle on peut avoir, en tant que... parce qu'on dit souvent que la première étape, mettons, quand quelqu'un est déprimé, c'est de l'admettre. Fait que la première étape, c'est de l'admettre. Et à partir du moment où tu l'as admis, t'es comme, OK, c'est bon, je veux que les choses changent dans ma vie. Comment ça peut changer? Fait que la première étape, ça va être de prendre des médicaments pour gérer ton problème de neurotransmetteurs. Puis après ça, ben là, ça va être de aller voir, par exemple, en psychothérapie, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Fait que ton histoire de couple qui s'est pas bien passée, ta déprime face, peu importe. Et ben là, après ça, arrive la question de, après ça, ben là, dans ton environnement, est-ce que tu peux changer quelque chose pour améliorer, pour faire que cette situation ne se reproduira plus? Fait que, de la même façon que, pour mener à une dépression, c'est des choses en étapes, de la même façon que pour la gérer, c'est des choses en étapes. Mais est-ce qu'une de ces étapes-là est nécessairement plus importante, plus difficile, plus valide que l'autre? Je pense pas. Est-ce que... je pense qu'un des problèmes aussi, c'est qu'on a tendance à voir notre société en silo, alors qu'en fait, ça devrait beaucoup être pris comme étant une étape qui en amène une autre. Fait que, est-ce que justement, c'est ça, est-ce que les, par exemple, si je reviens à ta question d'avant, est-ce que l'éthique aurait pu jouer à quelque part dans la personne qui tombe en dépression? Je sais pas quoi te répondre, je pense pas. Je pense que oui, mais je pense que oui, sociétalement parlant, mais je pense que individuellement parlant, on voit pas nécessairement les conséquences de la bioéthique sur notre quotidien, tu sais. À part si on est dans des moments... Tu sais, si on parle de sociétalement parlant, là, de comme, mettons, le bioéthique comme étant gestion de programmes sociaux puis de programmes de santé. Mais, tu sais, par exemple, si on parle de bioéthique très pas niveau, mais c'est très au jour le jour ou, tu sais, de justement des comités d'éthique dans des hôpitaux, ben là, ça a un impact très direct sur la vie des gens. Fait que, tu sais, je pense que de la même façon, tu sais, il y a plusieurs étapes tu peux avoir de la bioéthique très philosophique, très gouvernementale, très comment bien faire pour bien faire, et de la bioéthique très pratique, qui est, est-ce que je débranche mon proche qui est en fin de vie? Low-level bioethics. Mais pas le low level, autant que... Ouais, mais autant que c'est plus au niveau
au niveau de conséquences qu'il peut y avoir. Tu sais, la conséquence de débrancher mon proche aura des conséquences seulement sur moi. Puis peut-être pour la prochaine famille qui va prendre sa chambre. Mais, outre que ça, les conséquences vont être très... les conséquences vont être limitées à un cercle très petit versus se réfléchir sur des programmes sociaux en santé mentale et sur est-ce qu'on met plus d'argent en santé mentale au Québec pour avoir plus de psychologues ou est-ce qu'on ou je sais pas, est-ce que c'est plus éthique, est-ce que ce serait plus éthique de forcer par exemple des finissants au doctorat en psychologie à travailler dans le système public pendant un certain nombre d'années avant de pouvoir aller en pratique privée. Ça a des conséquences beaucoup plus globales sur la société. Je voulais parler un peu de bioéthique féministe. Je sais pas exactement comment en parler puis exactement c'est quoi, mais j'ai comme il y a un cas d'application auquel je pense souvent. C'est une fille que je connais, une de mes amies qui souffre de fibromyalgie et essentiellement la fibromyalgie c'est mal compris et d'après elle, ce qu'elle me disait, c'est que, vu que c'est généralement des femmes qui en souffrent, c'est pas quelque chose qui a été étudié parce que la douleur féminine on n'en tient pas compte de la même manière que la douleur masculine dans les institutions médicales. Fait que c'est quelque chose qui est passé sous silence pendant comme extrêmement longtemps. C'est comme une idée qui a été comme assez choquante pour moi, comme au début, mais y penser, il y a probablement quelque chose de vrai là-dedans. Je sais pas si tu pouvais, comme m'éclairer un peu là-dessus. Ouais, écoute, je sais pas, peut-être que je vais parler au travers de mon chapeau aussi, là, parce que c'est vraiment pas mon domaine, c'est vraiment pas mon champ d'expertise non plus, puis la bioéthique féministe est un courant bioéthique en soi, que je ne pratique pas, là, mais qui est pas en fait le domaine, qui est pas en fait quelque chose sur lequel j'ai beaucoup lu. C'est pas ton champ d'études spécifique. C'est ça, exactement. Merci. Mais, tu sais, ce que je te dirais, là, puis c'est pas tant par rapport à la bioéthique féministe, mais plus au manque aussi dans les recherches qui sont faites. Peut-être que c'est lié aussi à la base, en premier lieu, à justement le fait que, tout ce qui est l'éthique derrière la recherche a été fait à la base pour protéger. Fait que ça a été fait pour protéger certaines populations ou certains ou la population en général d'études qui pourraient être non bénéfiques pour cette population-là. Fait que ce soit justement que ce soit de promouvoir des études qui ou d'empêcher des études qui apporteraient un certain une douleur physique ou une douleur émotive ou de faire un type une étude sous une sous-population en particulier. Et là, je pense que dans les dernières années, on commence à comprendre en fait que c'est beau de vouloir protéger, mais il faut quand même aussi réaliser qu'il y a des manques qui ont été dus à ça. Fait que c'est comme le cas de, par exemple, des études qui sont faites majoritairement sur des populations des hommes. Fait que sur des hommes blancs par rapport aux femmes. Là, t'as parlé de la fibromyalgie, mais on retrouve le même manque dans les études, par exemple, en cardiologie, qui sont faites. Tous les référents qu'on a en termes de médicaments, en termes de type de médicaments, en termes de posologie de médicaments, ça a été tout... C'est tout dû à des études qui ont été faites majoritairement sur des hommes. Et là, donc, on comprend que, les femmes réagissent différemment. Puis là, je parle de femmes, là, je parle de personnes, de femelles. Les femelles, chromosome XX, réagissent différemment à des types de médications. Fait que, je pense que de plus en plus, on commence à comprendre que, oui, tu peux faire des études éthiques en visant certaines populations qui ont été sous-étudiées par avant. Mais je pense qu'on réalise aussi de plus en plus que il y a quand même une bonne façon de faire ça versus une moins bonne façon de le faire. Fait que là, c'est là qu'on va parler beaucoup, on commence à beaucoup plus parler de patients partenaires, autant dans la pratique médicale comme étant, voir le patient comme un patient partenaire qui est la bonne personne pour pouvoir parler de la problématique que cette personne-là vit.
Mais aussi, dans les études, on commence beaucoup à parler de patients partenaires. Puis, tu sais, d'aller recruter des gens qui vont faire partie de l'étude et qui vont juger l'étude à différents cycles ou à tous ces cycles-là, puis qui vont en fait accompagner les chercheurs pour s'assurer que l'étude est bien réalisée. Fait que ce soit des patients partenaires avec, par exemple, des études dans des communautés autochtones ou que ce soit des patients partenaires pour, par exemple, des études qui sont faites avec des greffés ou des études, tu sais, d'avoir quelqu'un pour la personne qui participe à l'étude aussi, quelqu'un qui comprend sa réalité puis quelqu'un à qui cette personne-là peut parler quand il y a des questions par rapport à l'étude ou quand il y a des questionnements. Fait que, tu sais, je pense qu'on le réalise de plus en plus. Tu sais, je pense que, tu sais, c'était peut-être un peu... tu sais, c'est un peu comme mettre le break, puis après ça, réaliser que mettre le break, c'est pas tout le temps bon non plus, puis que tu peux donner du gaz un peu, c'est juste qu'il faut pas que t'en donnes tout d'un coup, puis qu'il y a peut-être une façon de gérer aussi, tu sais. T'as pas besoin d'aller en 7e vitesse de base, tu sais, il y a une façon de gérer la 2-3e vitesse, là. OK. J'aime bien l'analogie automobile venant de la personne qui n'a pas d'auto, là. Ben, je connais pas les chars, moi non plus, fait que... je suis comme... Sure, ouais. Tu sais, avec la pandémie, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont... Il y a beaucoup de gens qui ont été... Il y a beaucoup de gens qui, sans le savoir, ont fait des choix face à des dilemmes éthiques qu'ils ont eus. T'sais, est-ce que... t'sais, si on est 11 à Noël, est-ce qu'on considère que c'est correct? Est-ce que... à partir de lundi, on n'a plus le droit de sortir dans les bars. Est-ce que je sors quand même dans un bar en fin de semaine? Est-ce que... fait qu'il y a beaucoup de monde qui ont eu à se poser ces questions-là, puis en fait, qui ont fait des choix éthiques sans même s'en rendre compte. Fait que, tu sais, je pense qu'on est dans un... C'est ça, fait de réaliser qu'on en fait à tous les jours, puis que ça n'a pas besoin d'être des grandes réflexions, mais que... C'est ça, que ça peut être... Tu sais, qu'on en fait à tous les jours, puis qu'il y en a que c'est pour des grandes choses, puis que là, on a parlé de l'éthique très philosophique, mais tu sais, que les gens en font à tous les jours des choix face à des dilemmes éthiques qu'ils vivent, tu sais. Est-ce que... tu sais, genre, j'étais supposée faire un truc avec mon ami, mais là, il y a une autre de mes amies qui m'a écrit, tu sais, est-ce que je choisis? C'est un dilemme éthique aussi, tu sais, c'est un dilemme très jour le jour, mais les gens en font à tous les jours, puis les gens font des choix, puis même sans s'en rendre compte, tu sais. Ben, merci beaucoup, Marie-Françoise, c'était super intéressant. Merci de m'avoir reçu. J'espère que j'ai pas... j'espère que les gens se sont pas endormis sur ma voix. Non, je pense que... Peut-être, non, Ah, non. Merci de m'avoir reçu. C'était vraiment super intéressant. Moi, ça m'a permis aussi de voir aussi sur comment je l'expliquais, comment est-ce que je comprenais un domaine que il y a 1 an et demi, 2 ans, je connaissais pas beaucoup. Puis en fait, ce que j'ai réalisé aussi, c'est que, tu sais, l'éthique, là, c'est pas un ensemble de valeurs, c'est pas un ensemble de principes en particulier, c'est vraiment une réflexion argumentée qu'on va avoir. Puis, tu sais, les gens réfléchissent à tous les jours sur des dilemmes qu'ils vivent. On en a vécu aussi beaucoup, là. On enregistre ça un peu d'avance, mais, tu sais, les gens en vivent beaucoup au moment où on enregistre par rapport au temps des fêtes, par rapport à qui est-ce qu'ils voient pas. Est-ce qu'ils se refusent des choses en vue de pouvoir voir leurs parents à Noël, de pouvoir voir leurs proches à Noël? Est-ce qu'ils vont accepter d'être 11 personnes à Noël, tu sais, je veux dire, versus le 10? Tu sais, tout ça, c'est des réflexions éthiques qu'on fait à tous les jours, puis, tu sais, l'éthique, c'est pas... Oui, c'est des gros principes, puis oui, c'est des grosses valeurs, puis oui, c'est des façons de concevoir la vie, mais c'est aussi notre façon de concevoir notre vie à tous les jours. Puis à tous les jours, on prend des décisions éthiques. À tous les jours, on se retrouve là, dans l'eau là, qui entoure, puis on a des choix à faire, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ayez-en pas peur, lisez, puis reconnaissez les moments où vous faites des choix, puis dites-vous que vous pouvez avoir aussi un impact éthique sur votre vie puis sur la vie des autres. Ben excellent, on va y réfléchir. Merci beaucoup.